Bonjour tout le monde. Salut la compagnie, ça va bien? Salut la jeunesse. Aujourd'hui, nous allons parler d'ovnis et d'extraterrestres. Mais comme je ne suis ni un expert en la matière, ni un scientifique, je ne vous donnerai que mon point de vue. Moi, les ovnis et les extraterrestres, je n'y crois pas du tout. Eh mec, il y a quand même pas mal de témoignages sur le sujet. Oui, c'est exact, oui, mais un ovni, qu'est-ce que c'est? C'est un objet volant non identifié. Alors, si je prends un de ces MOG et que je le jette par la fenêtre, tu le vois passer. Tant que tu n'as pas identifié que c'était un MOG, pour toi, ça reste un objet volant non identifié. Bon, un MOG, évidemment, on l'identifie tout de suite, mais il y a plein de choses qu'on ne peut pas identifier. Parce qu'on n'a pas forcément la connaissance. Et ce sont des fois des choses tout à fait naturelles. Hein. Ça peut être un phénomène météorologique, ça peut être un avion, ça peut être un drone, ça peut être X choses qu'on n'a pas pu encore identifier. Dans ce cas-là, c'est classé en ovni. Mais ce n'est pas forcément extraterrestre. La plupart du temps, c'est quelque chose de terrestre. Ça peut être également extraterrestre, sans être pour autant des extraterrestres. Je m'explique. Ça peut être un météorite. Un météorite, on le voit passer, on ne sait pas trop ce que c'est. Hein. De nuit, on voit une étoile filante. De jour, on voit une traînée dans le ciel. C'est pas toujours évident à savoir ce que c'est. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas d'extraterrestres qui pourraient venir, mais c'est quand même peu probable. Eh bien, c'est bien ce que je dis. Nous sommes les seuls dans l'univers. Ben, je suis pas d'accord avec toi, Bob, parce que en fait, la vie a très bien pu se développer sur une autre planète comme elle s'est développée sur Terre. Il y a des milliards d'étoiles rien que dans notre Voie lactée, potentiellement avec des planètes qui gravitent autour. Il suffit que la planète soit en bonne position et la vie pourrait aussi bien se développer ailleurs. Alors, compte tenu des probabilités, la vie s'est sans doute développée. On n'en a pas la preuve, mais elle s'est sans doute développée ailleurs que sur Terre. Par contre, pour que la vie se développe, qu'est-ce qu'il faut? Eh bien, premièrement, il nous faudrait un soleil. Une naine jaune de préférence, si on a ça en stock. Et puis, il faut aussi des planètes. Il faut qu'au moins une de ces planètes soit tellurique, c'est-à-dire rocheuse. Parce que sur une planète gazeuse, c'est plus compliqué de développer la vie. Ensuite, il faut que cette planète soit dans la zone habitable. Donc la zone habitable, elle se trouve à une bonne distance de l'étoile, là où l'eau est liquide. Donc trop près, il fait trop chaud, trop loin, il fait trop froid. Il y a une zone où, ça ne veut pas dire qu'elle est habitée, mais elle est habitable. Bon, ensuite, c'est pas tout. Il faut qu'il y ait de l'eau en suffisance, parce que c'est à partir de l'eau que la vie va pouvoir s'épanouir. Il peut y avoir d'autres façon, mais c'est avec l'eau que c'est le plus facile. Alors n'allons pas compliquer les choses, ce n'est déjà pas simple à faire immerger la vie. Et puis qu'il y ait aussi les briques essentielles de la vie, c'est-à-dire l'oxygène, l'hydrogène, le carbone, le potassium, l'azote, énormément de choses, phosphore et compagnie, qui vont permettre à la vie de se développer. Ok, la vie se développe. À partir de là, la vie peut rester microbienne, bactérienne. Ça ne veut pas dire que ça va tout de suite faire une vie intelligente. Et bon, on grille un peu les étapes. Cette vie va devenir potentiellement intelligente. Quand on voit ce que les dinosaures ont régné en maître sur Terre pendant plus de 150 millions d'années, s'il n'y avait pas eu le problème de raréfaction de la nourriture qui commençait à faire disparaître les gros dinosaures, plus un météore qui est venu percuter la Terre et qui ne les a pas aidés du tout, et qui a permis aux mammifères
de prendre un peu plus d'importance, mammifères dont bien sûr nous sommes issus, la vie aurait pu rester très longtemps avec des reptiles et des dinosaures. Et donc ne pas aller plus loin que ça. Donc les mammifères, on a pris le dessus. Parmi ces mammifères, certains se sont mis en haut du panier, les primates, dont nous sommes également issus. Je ne veux pas dire que l'homme descend du singe, mais nous étions Homo sapiens, faisait partie des primates. Mais il n'y avait pas qu'Homo sapiens, il y avait d'autres espèces, Cro-Magnon, Néandertal. Néandertal était beaucoup plus intelligent qu'Homo sapiens. Pourtant, on n'a pas survécu. Homo sapiens, nous, ce qui nous a permis de survivre, ça c'est mon avis, c'est notre curiosité. On est allé voir un peu plus loin comment ça se passait et on s'est développé de plus en plus sur la planète. Et plus on était nombreux, plus on a réussi à survivre. Parce qu'on a réussi surtout à s'adapter au niveau climat, au niveau de toutes les difficultés que l'on rencontrait. Après, de là à devenir vraiment intelligent, il a fallu qu'on rencontre plein de problèmes, ce qui nous est forcément arrivé, qu'on trouve des solutions à ces problèmes qui nous ont amené d'autres questions et ainsi de suite. Et on a développé de plus en plus de technologies. D'abord des outils qui nous ont permis de chasser, et puis des outils qui nous ont permis de construire. Et puis après, on a fini par arriver à un développement assez intense. Puis on a regardé la mer et on s'est dit, oula, il y a peut-être quelque chose de l'autre côté là-bas. Alors, on a été voir. Puis on est arrivé, on a trouvé qu'effectivement, il y avait de la terre, puis il y avait du monde qui vivait dessus. On leur a dit, c'est sympa chez vous, hein, c'est joli, hein, et maintenant c'est chez nous. Mais partez pas, hein, restez là, on a besoin d'esclaves pour construire nos maisons et travailler pour nous. Alors ça s'est peut-être pas passé exactement comme ça, mais c'était pas loin. Ensuite, on s'est développé de plus en plus. Et puis on a regardé en l'air, on s'est dit putain. Et puis on a regardé en l'air, on s'est dit zut, il y a d'autres planètes là-bas. Il y a peut-être du monde qui vit dessus. Parce que Vénus et Mars sont également dans la zone habitable. Il aurait pu y avoir du monde sur Vénus, c'est que sur Mars. Et s'ils pouvaient venir jusqu'à chez nous, c'est qu'ils avaient une technologie supérieure, et dans ce cas-là, c'est nous qui devenions les Indiens, et eux qui seraient arrivés en nous disant « C'est sympa chez vous, c'est joli, c'est mieux que chez nous d'ailleurs. » Maintenant, c'est ici, c'est chez nous. Alors, la psychose a commencé à s'installer, on a commencé à avoir peur du martien, qu'on a badigeonné en vert, parce que sur Terre, on avait déjà plusieurs couleurs de peau, et alors on s'est dit, s'ils viennent d'ailleurs, ils sont forcément d'une autre couleur. Et on a commencé à avoir peur du martien. Du vénusien, pas vraiment. Les Russes avaient envoyé un message en morse sur Vénus où ils ont tapé Mir, ce qui veut dire paix en russe. Et très rapidement, ils ont reçu une réponse, la même réponse, Mir. Donc ils se sont dit, oula, il y a du monde là-bas. Et en plus de ça, ils ont compris et répondu paix également. Alors ils ont tapé tout un message en parlant de Lénine, grandeur de la Russie, et ils ont très vite reçu la même réponse. Là, ils se sont aperçus en fait que l'onde ricochait sur la planète Vénus et revenait sur Terre. En fait, il n'y avait personne sur Vénus. Et peu probable qu'on y trouve de la vie, car Vénus est la planète la plus chaude du système solaire, avec 450 degrés en moyenne, où là-bas le plomb est liquide. Donc il y a peu de chances que la vie ne puisse trouver le créneau pour s'y développer. On s'est donc rabattu sur Mars. Le problème de Mars, la vie aurait très bien pu s'y développer également, mais il y fait froid parce que si sur Vénus les gaz à effet de serre sont tellement importants que ça fait monter en température la planète, sur Mars il n'y a pas de gaz à effet de serre. Mars n'est pas assez massive pour avoir un champ magnétique qui l'entoure, qu'on appelle la ceinture de Van Allen, et qui protège des radiations du Soleil. Donc Mars est souvent irradié, balayé par les vents solaires. Donc l'atmosphère de Mars, qui est très fluide, part dans l'espace. Mars est une planète qui se meurt petit à petit.
Bon, ça va prendre encore quelques millions d'années, mais bientôt Mars n'aura plus d'atmosphère. Alors que la Terre a su garder son atmosphère grâce aux gaz à effet de serre, qui sont un point critique pour nous, mais indispensable quand même. Et donc la vie n'aurait pas pu se développer sur Mars, elle a peut-être pu commencer, mais pas continuer, justement à cause de cette absence de champ magnétique qui aurait protégé la planète. Parce que Mars est beaucoup plus petite que la Terre. Mais ça, on ne le savait pas. On ne l'a su que très récemment, dans les années 70, quand on a pu vraiment s'en approcher. Du coup, dans notre système solaire, il n'y avait plus beaucoup de candidats, car la vie pourrait très bien se développer sur des satellites de Jupiter ou de Saturne, mais dans ce cas-là, ce ne serait pas une vie comme la nôtre. Il faudrait voir là une vie complètement différente, sous glaciaire, dans des océans sous la glace de satellites comme Europe, Io, Englade. Sur Titan, la vie... Titan fonctionne un peu comme la Terre, mais l'eau là-bas, c'est du roc. Ça marche avec des hydrocarbures. Alors je ne dis pas que la vie ne pourrait pas se développer dans ces conditions-là, mais ce serait encore beaucoup plus dur. Donc pour voir se développer la vie, il faut aller voir plus loin. Alors notre voisin direct, c'est Proxima du Centaure. Le nom Proxima parce qu'il était à proximité. Quand même plus de 4 années-lumière. Hein. Pour la proximité, c'est quand même assez... Et là, le problème de Proxima, c'est que Proxima est un soleil rouge. Une naine rouge vit plus longtemps qu'une naine jaune, mais aussi est beaucoup plus agressive. En revanche, elle chauffe moins. Et comme elle chauffe moins, eh ben, pour que la planète soit dans la zone habitable, il faut qu'elle soit beaucoup plus proche. Et si elle est trop proche, eh ben, comme la Lune pour la Terre, elle présente toujours la même face à son étoile. Alors, d'un côté, c'est complètement grillé, et de l'autre côté, c'est complètement gelé. Il n'y aurait que sur le pourtour où la vie aurait potentiellement pu se développer. Donc, Proxima b, la planète qui se trouve dans cette zone habitable, là où la vie aurait pu se développer, il ne fait ni jour ni nuit. C'est un crépuscule permanent. Balayé par les agressions de son étoile, irradié, c'est quand même peu probable que la vie s'y développe. Bon, allons-y, la vie se développe. Ils ne vivent que sur un pourtour, donc ils ne sont pas très nombreux. Peut-être qu'ils peuvent s'étendre un petit peu du côté chaud, un petit peu du côté froid, mais pas beaucoup. Et de là à réussir, avec si peu de monde sur une planète relativement petite, pour développer une technologie pour venir jusqu'à nous, c'est vraiment peu probable. Ok, ils y arrivent. Mais ils sont soumis aux mêmes règles de la physique que nous. Ces règles sont les mêmes dans tout l'univers. Donc, ils ne peuvent pas dépasser la vitesse de la lumière. Einstein l'expliquerait beaucoup mieux que moi. Je pourrais peut-être faire une vidéo pour expliquer ça, sinon il y en a énormément qui expliquent pourquoi on ne peut pas dépasser la vitesse de la lumière. Et si on le pouvait, il faudrait tellement d'énergie, il faudrait l'énergie de tout un soleil pour pouvoir propulser quelque chose au-delà de la vitesse de la lumière. Mais la matière ne peut pas. Donc, dans ce cas-là, ils iront forcément moins vite que la lumière. Avec notre technologie aujourd'hui, pour aller sur Proxima, il nous faudrait aux alentours de 70 000 ans. Il y a 2000 ans, c'était l'époque du Christ. 4500 ans, les Égyptiens construisaient des pyramides. 70 000 ans, je ne sais pas si on partait pour 70 000 ans, si la vie sur Terre existerait encore au bout de 70 000 ans. Ça ne fait que 200 000 ans que nous sommes là. Donc ils sont soumis aux mêmes règles de la physique, et même si les proximiens, on va les appeler comme ça,
pouvaient vivre plus longtemps que nous. La biologie les empêcherait de vivre 70 000 ans. Donc, alors il faudrait éventuellement qu'ils hibernent. Mais qui va accepter de faire un tel voyage? Quand tu pars, tu ne retrouves pas ses copains en revenant. Donc, c'est un voyage sans retour. Pour ne pas dire un voyage suicide. Il faut trouver des volontaires. Hein. Bon, ok, ils trouvent des volontaires. Ils viennent jusqu'à nous, on peut aller plus vite que notre technologie, c'est à l'étude. On pourrait atteindre 20% de la vitesse de la lumière avec des voiles solaires. Mais c'est des vaisseaux de quelques grammes. Donc là, il ne faut pas vraiment y compter. Même s'ils arrivent à développer une technologie leur permettant d'aller à 30% de la vitesse de la lumière, ça va mettre plus de 15 ans pour venir. Il faut vivre 15 ans dans un espace relativement réduit. Donc, ils se mettent en état de stase et ils arrivent jusqu'à nous. Forcément, leur vaisseau sera balèze pour pouvoir transporter la nourriture, pour pouvoir tout transporter, pour pouvoir vivre. Et à partir de là, on l'aurait sans doute repéré. On repère des petits cailloux dans l'espace. On les aurait repérés en approchant. Donc, si on voit passer un ovni, il n'est pas tout seul. Il est venu d'un grand vaisseau mère. Et de ce vaisseau mère, on l'aurait forcément repéré. C'est ce qui me fait dire que quelque chose d'extraterrestre ne peut pas venir sur Terre. Eh mec, il y a quand même eu Roswell. Il s'est passé quelque chose là-bas. Oui, très juste. Tu fais bien de le souligner, Ange. Roswell, à côté de la ville de Roswell, aux États-Unis, il y a un vaisseau spatial qui s'est écrasé avec des aliens à bord. L'armée est venue tout de suite récupérer tout ça. Il a dit non, c'est pas un vaisseau spatial, c'était un ballon météo. En fait, oui, c'était bien un ballon, pas météo, non. C'était un ballon espion pour espionner les Russes. À l'époque, c'était en pleine guerre froide. Et l'armée est venue récupérer évidemment cette technologie parce que s'il y avait des communications enregistrées dedans, il fallait les récupérer. Ils ont dit que c'était un ballon météo parce que c'est ce qui paraissait de plus plausible. Et quand tout le monde a dit non, c'était un vaisseau spatial, ils n'ont pas démenti. Ils ont laissé croire parce que ça couvrait très bien cette histoire de ballon espion. Après, c'est vrai qu'il y a eu une vidéo, je l'ai vue comme beaucoup de gens. J'y ai cru, comme beaucoup de gens. Et puis, on s'est aperçu effectivement que Stanley Kubrick avait demandé à un de ses ingénieurs des effets spéciaux, de lui faire plusieurs projets, entre autres celui-ci qu'il avait fait en très peu de temps. Et ça n'a pas été retenu. Par contre, ce film, après, a fuité à la télé et tout ça, ça a laissé paraître beaucoup d'hypothèses qui étaient basées sur du faux. Alors, cette explication n'est peut-être pas plus vraie que le reste. Je n'en sais rien. Moi, je n'ai vu que le film à la télé, je n'ai entendu que les explications. Je suppose que tout le monde, plus ou moins, a entendu parler du rasoir d'Occam. Bon, pour ceux qui ne savent pas, je vais donner l'explication. C'est que, en fait, le rasoir d'Occam, on écarte tout ce qui paraît peu probable et on ne garde que le probable, ce qui est généralement le plus juste. Ce qui ne veut pas dire que le rasoir d'Occam donne quelque chose de juste. Mais si un arbre tombe dans la forêt un jour de tempête, s'enflamme, ça peut être un vaisseau spatial qui est tombé dessus, qui en explosant a créé un incendie et d'autres aliens soient venus nettoyer la place et reparti avec tout ça, ou alors ça peut être le vent qui a renversé l'arbre et la foudre qui lui a mis le feu. La deuxième solution semble plus juste que la première. Voilà, c'est un peu ça le rasoir d'Occam. Mais ça ne veut pas dire que la première solution était fausse. Alors, moi, je me base que cet ingénieur des effets spéciaux ait fait un petit film, très court, et que ce soit ça la solution. Je ne pense pas qu'un vaisseau spatial
d'une, aussi petit aurait pu venir d'aussi loin, et s'il était venu à bord d'un vaisseau mère, ce vaisseau mère, avec nos télescopes, on l'aurait forcément repéré. Alors, que la vie ait émergé sur d'autres planètes, un peu partout dans la Voie lactée, peut-être pas trop au centre parce que les soleils sont trop proches les uns des autres, mais sur le pourtour, en banlieue, là, je pense que la vie a émergé à plein d'endroits, sur différentes formes. Alors que la vie a émergé comme nous, c'est déjà plus rare qu'elle devienne intelligente. Elle aurait pu rester comme les dinosaures. Que des aliens soient passés, ont envoyé des ondes, si l'onde est passée au moment des dinosaures, il n'y avait personne pour la capter. Mais c'est peu probable parce que l'onde se déplace à la vitesse de la lumière. Il faut quand même des milliards d'années pour aller de l'autre côté de la galaxie. À la vitesse de la lumière, je parle. L'onde se perd dans l'espace, s'atténue dans le temps et il n'arrive pas de l'autre côté. Je pense que effectivement la vie, on la trouve un peu partout, mais tellement loin de chez nous. Là, je parle en centaines, voire en milliers et peut-être en millions d'années-lumière. Je ne pense pas qu'on puisse couvrir cette distance et venir nous rejoindre. Alors certainement, il y a de la vie, oui, mais c'est peu probable qu'on la rencontre. Maintenant, il y a des phénomènes inexpliqués qui nous viennent peut-être de l'espace, qui sont peut-être extraterrestres, peut-être une intelligence extraterrestre qui est venue. Oui, c'est possible. Je ne peux pas le nier, mais je vous dis que c'est peu probable, même si je suis certain qu'il doit y avoir de la vie ailleurs. Je vais devoir écourter ma vidéo parce que la batterie de ma caméra commence à être faible. Alors, merci de m'avoir écouté. Je vous dis à bientôt, je ne sais pas quand, selon l'emploi du temps qui me sera imparti. Je tournerai d'autres vidéos sur d'autres sujets. Au revoir à tous. Salut la compagnie, à la prochaine. Et n'oubliez pas de cliquer sur le pouce. Salut la jeunesse. Alors n'oubliez pas, le pouce en l'air, abonnez-vous, activez la cloche, partagez et commentez. Bye bye à tous. Bye bye.